sommaire de cette édition religion, la Commission nationale des églises évangéliques dirigée par l'archevêque Kassi Dazito a rencontré les pasteurs des églises indépendantes pour les interpeller sur l'ampleur et la dimension du programme du 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny. Actualité internationale, la Tunisie votera le 21 décembre pour le deuxième tour de ses élections. La zone euro prolonge de 2 mois le programme d'aide à la Grèce. Sport, Jeux Olympiques 2024, Paris serait une candidature très très forte. Madame et Monsieur, bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons par la religion. La Commission nationale des églises protestantes évangéliques dirigée par l'archevêque Kassi Dazito a rencontré les pasteurs des églises indépendantes pour les interpeller sur l'ampleur et la dimension du programme du 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce sont plusieurs pasteurs issus de différentes communautés qui ont été entretenus par l'archevêque Kassi Dazito et le général révérend Makosso Camille, qui était accompagné du bishop Kouman Odette, le révérend Germain Ouedraogo et le bishop Guillaume Benjamin. En marge de la réunion préparative de la rencontre avec le président de la République, les principaux pasteurs de la Commission protestante évangélique ont fait bloc autour de l'événement du 27 décembre 2014 qui sonnera la délivrance totale de la Côte d'Ivoire des forces du mal. D'entrée de jeu, le révérend général Makosso Camille a tenu un langage direct aux pasteurs des églises indépendantes, indiquant que le 27 décembre 2014, s'ils n'envahissent pas le stade Félix Houphouët-Boigny, ils n'auront aucun droit dans les décisions de l'État de Côte d'Ivoire. L'archevêque Kassi Dazito, quant à lui, a présenté l'aspect spirituel de ce programme, indiquant que ce programme inédit dans l'histoire de cette nation va annoncer la délivrance de la Côte d'Ivoire, tenue spirituellement par un démon de forme féminine résidant dans les eaux qui empêchent les Ivoiriens d'entrer dans leur percée. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que nous allons écrire une nouvelle histoire pour notre nation. Et tu fais partie de ceux-là. Aussi vrai où l'Église ne prend pas conscience, aussi vrai où l'Église ne laisse pas tomber sa division, ses querelles inutiles. Frères et sœurs, ce n'est pas la religion qui va nous sauver. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont les hommes et les femmes spirituels qui ont un langage spirituel, qui ont une vision pour la nation, que Dieu veut utiliser pour libérer la nation. C'est alors que nous allons confier la nation à Dieu. Et c'est alors que nous allons convoquer le Grégoire de la nation. Revenons sur le sacrifice de la reine Abla Pokou. L'archevêque Kassi Dazito a invité les pasteurs à mobiliser tous leurs fidèles pour venir libérer la nation afin qu'en 2015, les chrétiens contrôlent totalement la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Les pasteurs fondateurs d'église témoignent leur détermination au général Makosso Camille et l'archevêque Kassi Dazito, qui étaient accompagnés par le bishop Kouman Odette, le révérend Ouedraogo Germain et le bishop Guillaume Benjamin. Une tournée dans tout le district d'Abidjan aura lieu pour expliquer l'ampleur de ce programme aux pasteurs. Au terme de ce conseil de guerre spirituelle, plusieurs pasteurs venus de l'intérieur ont lancé des appels. Nous continuons en religion avec un temps de réjouissance à l'église des Sentinelles de l'Éternel d'Abidjan. Les fidèles ont apporté au Seigneur les fruits de leur récolte de l'année, une belle fête de moisson pour magnifier l'Éternel pour tous ses bienfaits. Être reconnaissant à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Une ordonnance très bien appliquée par l'Église, les Sentinelles de l'Éternel, 6 dans la commune de la Riviera Cocody, et dirigée par la servante de Dieu, Maman Hélène Kenlo. Une belle fête de la moisson a été organisée ce samedi 6 décembre 2014 au sein de la dite mission. Un moment de réjouissance pour manifester son attachement à l'Éternel. Ce moment de réjouissance a été marqué par la présence de plusieurs fidèles et hommes de Dieu venus de divers horizons. La prophétesse Hélène Kenlo, présidente fondatrice de l'église Sentinelle de l'Éternel et principale initiatrice de ce programme spécial, a saisi cette occasion pour expliquer la motivation et l'objectif de cette fête de moisson. Nous avons organisé cette fête de la moisson dont les fruits seront organisés pour la création d'un centre de prière et de délivrance dénommé Canaan pour la libération des âmes. Donc, c'est l'objectif principal de cette fête de moisson. Cette année, elle a une orientation, une destination pour faire l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, on n'a pas fait comme l'année passée. L'année passée, nous avons apporté au Seigneur les fruits de la terre et beaucoup d'autres choses. Mais on a voulu
apporté en monnaie pour pouvoir bâtir le centre de prière. On a eu en nature aussi avec des tonnes de ciment que le peuple de Dieu a apporté, le matériel aussi ont été apportés. C'est l'argent que nous avons récolté ce soir pour destiner cela à la création, à la construction du centre de prière Cana qui est à Kodo, à Thiers. Venu le moment de la nourriture spirituelle, le soin a été laissé au docteur Zélie Laurent, invité spécial et orateur principal de l'événement. S'appuyant sur le livre du Psaume, chapitre 126, selon l'homme de Dieu, il faut se réjouir en servant celui qui nous a envoyés, et non la réjouissance avec l'orgueil. Car après avoir sémé dans la douleur, il faut reconnaître tous les bienfaits de l'Éternel. Dieu voudrait que son peuple qui a travaillé dur pendant le temps de la semence, qui a travaillé, qui a souffert sous l'ardent soleil, qui a mis des graines qu'on devait consommer dans la terre, qui ont regardé ces graines mourir, qui ont regardé ces graines germer, qui les ont désherbées. Il voulait qu'à la fin de l'année, quand ils récoltent et qu'ils voient le fruit, pour un seul grain, voire 100 grains venir à la surface, pour un seul grain, voire 60 grains à la surface, pour un seul grain, voire 30 grains à la surface. Quand ils voient ça, le Seigneur voudrait qu'ils se réjouissent, mais qu'ils se réjouissent en se souvenant de celui qui a envoyé la pluie pour qu'elle arrose les graines et que ces graines produisent. Non, la réjouissance n'est pas une réjouissance orgueilleuse d'un homme qui n'a pas les graines de Dieu, comme nous trouvons dans l'Évangile. Cette belle cérémonie n'a pas laissé les responsables de la mission indifférents. Aujourd'hui est un grand jour, le jour de la moisson. Dieu s'est manifesté toute l'année et nous voulons le glorifier, nous voulons lui rendre toute la gloire. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cette fête. Cette fête a été véritablement une fête en l'honneur pour la gloire de Jésus. Nous sommes très heureux pour ce que Jésus a fait en ce jour. C'est une fête pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Il nous a gardés pendant 12 mois et nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur a manifesté sa fidélité depuis janvier jusqu'à dans le mois de décembre. Alors nous sommes là pour le célébrer, le louer, le magnifier et pour lui rendre toute la gloire. Ce sont des fidèles très heureux qui ont sémé pour la gloire de l'Éternel. Il faut retenir que cette fête de la moisson a été organisée pour recueillir des fonds afin de pouvoir construire des centres de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Fête et louange à l'Éternel au centre d'évangélisation pour Christ de Béoumi, ville située au centre de la Côte d'Ivoire, avec la cérémonie de consécration du temple de l'église. Les fidèles et invités qui ont effectué nombreux le déplacement ont communié dans l'amour du Seigneur. Tiessou était en feu à l'occasion du programme d'évangélisation organisé par le Centre de prière et d'évangélisation pour Christ, la Kouedo Extension. Ce ministère a parcouru des centaines de kilomètres pour rallier Ndoké-Crénou à Béoumi en vue de la consécration de son nouveau temple dans le village de Tiessou. Durant 3 jours, le peuple de Dieu a répondu massivement à l'appel du Seigneur, exprimant ainsi sa fierté de voir un nouveau temple sorti de terre à la gloire du Seigneur. Tout a commencé par une veillée de prière dans la nuit du vendredi avant que le jour suivant ne soit réservé à la consécration du temple. Une demeure céleste inaugurée selon 1 Chronique, le chapitre 29 au verset 16, afin de respecter la beauté et la solennité du moment. Des chantres chrétiens ont été conviés à l'événement. Ils ont tenu à apporter leur soutien en communion avec le peuple de Dieu présent pour l'occasion. Le serviteur de Dieu, le prophète Élie Barthélemy, initiateur de l'événement et fondateur du centre de prière et d'évangélisation pour Christ, vient par la consécration du temple de Tiessou partager sa vision avec toute la Côte d'Ivoire. Faire couler la vie de Jésus dans le cœur des hommes où qu'ils soient est la mission à lui confiée par le Saint-Esprit, et cette consécration n'est que le début d'un vaste programme d'évangélisation à travers tout le pays.
Ça fait quelques années où pratiquement rien n'existait. Et lui-même il a ouvert cette grande porte pour que son évangile touche cette contrée. Et de sa promesse, il est en train de vraiment ressortir ce village des ténèbres, où je dis même ce village est sorti des ténèbres, avec toutes les réalisations, que ce soit spirituelles ou physiques. Nous voyons aujourd'hui un temple que lui-même a érigé pour ce peuple, afin que ce peuple puisse retrouver un temple de Dieu, de lumière. Parce que ici, quand vous prenez la brousse, les forêts, vous allez voir les petits temples des statuettes partout. Donc c'était des ténèbres, mais aujourd'hui, lui, il est lumière. Il a bâti ce temple pour que ce peuple-là quitte ses ordures, quitte ces huttes-là où même l'homme ne peut même pas mettre pied pour dire qu'un Dieu peut résider là-dedans, pour venir dans ce temple et puis l'adorer pour que Dieu le bénisse. Les responsables de l'Église et les autorités locales ont exprimé leur joie de pouvoir enfin adorer le Seigneur dans un temple à la hauteur de leur expérience, mais c'est surtout l'initiative qui est à saluer, car loin des métropoles vivent des peuples qui ont besoin de la lumière, cette lumière-là même que leur a apporté le centre de prière et d'évangélisation pour Christ qui, répondant à la voix du Seigneur, s'est rendu dans les hameaux les plus reculés afin d'évangéliser pour la seule gloire de son nom. Nous terminons en religion avec Béni TV, Bénin, où la mission internationale et d'évangélisation du réveil, en abrégé Mierest du révérend Ernest Ouéounou, a célébré ses 25 années d'existence. Il faut le souligner, un programme de 7 jours a donc été l'occasion pour rendre hommage au Seigneur en présence des personnalités religieuses. Suivons ce reportage signé Béni TV Bénin. De siècle, soit 25 ans qui méritent d'être célébrés. La mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel MIERS commémore ses 25 ans d'existence. À cet effet, un programme de 7 jours a été élaboré pour rendre hommage à Dieu Tout-Puissant et à son serviteur, le bishop Ernest Ouéounou, un homme à qui Dieu a inspiré la création de cette fédération qui aujourd'hui regroupe plusieurs ministères du Bénin. Notre devoir de mémoire nous oblige à reconnaître que la mission internationale d'évangélisation et de réveil spirituel fait partie de l'un des tout premiers instruments. Nous venons seulement pour honorer Dieu, le magnifier et le célébrer, et lui prouver notre reconnaissance pour toutes les grandes œuvres qu'il a faites à travers nos vies et ce qu'il a fait de nous aujourd'hui. Ce grand pilier de l'Évangile n'a pas œuvré seul. Il a reçu le soutien d'autres moyens de Dieu qui font partie des piliers de l'association. Oui, c'est vrai. Il y a 25 ans de cela, le Seigneur me demandait de revenir dans mon pays avec une mission particulière. Étant parti de mon pays depuis 17 ans, j'étais devenu étranger dans mon propre pays. Et je me demandais mais comment cette mission-là pouvait s'accomplir. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, avait déjà tout préparé. Et je crois que durant cette semaine, vous aurez à voir de vos yeux et entendre de vos oreilles ce que Dieu a fait. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de différentes associations d'églises et de ministères. Étaient aussi présentes les autorités politico-administratives du Bénin. 25 ans de ministère d'un homme au Bénin. 25 ans de réveil au Bénin. Il n'y a pas de réveil sans révivaliste, instrument humain aux mains de Dieu. Un quart de siècle dans la vie d'un homme, c'est certainement peu aux yeux des humains que nous sommes. Mais un quart de siècle, soit 25 ans de ministère, c'est un grand parcours qui mérite d'être célébré.
Au menu de ce programme, des séances de renforcement spirituel et des enseignements animés par de grands hommes de Dieu. Cette semaine de reconnaissance à l'Éternel va s'achever le dimanche avec en apothéose un culte d'adoration et de louange. Puisse Dieu bénir ce programme. Actualité internationale à présent, nous l'ouvrons par l'Afrique du Sud. Riche héritier britannique d'origine indienne accusé d'avoir assassiné sa jeune épouse durant leur lune de miel en Afrique du Sud a donc été acquitté en cours de procès, faute de preuves, ceci malgré des zones d'ombre persistantes. Prosecution is not to be commenced without that minimum of evidence. On ne peut pas entamer des poursuites judiciaires sans un minimum de preuves. Donc nous devrions mettre fin à ces poursuites, puisqu'il n'y en a finalement pas assez. Selon moi, les preuves présentées dans cette affaire sont loin d'être suffisantes. Madame le juge n'a pas dit que M. Dewani n'était pas impliqué dans l'affaire. Madame le juge a dit qu'elle ne pouvait pas se fier à ces preuves qui sont remplies de contradictions, d'incohérences et aussi de témoignages de personnes qui étaient elles-mêmes impliquées dans l'affaire. En tant que femme, je crois que le système judiciaire nous a complètement laissé tomber, complètement. Direction la Tunisie à présent. La campagne officielle a débuté depuis le 9 décembre 2014 en Tunisie pour le second tour de l'élection présidentielle qui opposera le 21 décembre 2014 le président sortant Moncef Marzouki face au chef du parti anti-islamiste Nida Tounes. Le scrutin pour le second tour des élections présidentielles en Tunisie aura lieu le dimanche 21 décembre 2014. L'instance appelle les deux candidats, tous les acteurs politiques et les médias, à respecter les principes de la campagne électorale et aussi à prendre en considération l'importance du moment historique. Au Zimbabwe, à l'issue d'un congrès du parti au pouvoir, à Harare, le chef de l'État zimbabwéen a placé son épouse Grace Mugabe au poste de secrétaire aux affaires féministes de la ZANU-PF, jusque-là qui n'était qu'une simple membre. Au Zimbabwe, sans surprise, Robert Mugabe a été reconduit à la tête de son parti, la ZANU-PF, dont le congrès se termine ce week-end. Mugabe était le seul candidat. La surprise, en revanche, ça a été la désignation de sa femme, Grace, au poste de secrétaire aux affaires féminines du parti. Pour elle, qui n'a pas vraiment d'expérience en politique, la voilà propulsée membre éminente du bureau politique de la puissante ZANU-PF. Pour de nombreux observateurs, c'est clair, Robert Mugabe prépare sa succession. Le vieux président est âgé de 90 ans, sa femme, elle, n'en a que 49. Officiellement, Mugabe n'a jamais désigné de successeur. Il est au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Les agences humanitaires des Nations Unies ont lancé un appel de fonds à Genève, en Suisse, pour un montant record de 16,4 milliards de dollars afin d'aider 57,70 millions de personnes en 2015. Dans les plans que nous lançons aujourd'hui, un total de 78 millions de personnes sont considérées comme nécessitant une aide humanitaire. Et nous espérons pouvoir répondre aux besoins urgents de 57 millions d'entre eux. Chaque année, nous demandons à nos donateurs de plus en plus d'argent dans nos appels. Mais à mesure que les besoins augmentent, le fossé des ressources s'agrandit. Répondre aux souffrances des gens doit être une responsabilité partagée. Il doit y avoir un véritable effort commun en 2015 pour refermer ce fossé qui s'agrandit entre besoins et ressources. Toujours en Europe, la zone euro a ainsi décidé de prolonger de 2 mois le programme d'aide à la Grèce qui arrive à échéance le 31 décembre 2014, car la troïka des créanciers n'est pas en mesure de conclure son examen des comptes grecs. Thanks so much. Today we were informed by the Troika institutions that since our November Aujourd'hui, nous avons été informés par les institutions de la Troïka que des progrès ont été réalisés par les autorités grecques depuis notre dernière réunion en novembre pour faire face aux problèmes qui demeurent avant de conclure notre 5e revue.
Mais ces progrès ne sont pas suffisants pour conclure dès à présent ou avant la fin de l'année la revue en cours. Nous avons décidé que l'Eurogroupe est disposé à accorder à la Grèce une extension technique de 2 mois de son programme d'aide actuel. La société hongroise est l'une des plus machistes d'Europe. Peu de femmes sont représentées dans des institutions du pays et bien peu de femmes aussi encore à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, la revendication des féministes du pays prend ainsi de l'ampleur suite à la diffusion d'une vidéo de prévention contre le viol par la police qui présente ainsi les femmes de manière sexiste. Une vidéo où des filles boivent et dansent dans une discothèque. C'est le message de prévention contre le viol qu'a choisi de diffuser la police de Pécs en Hongrie. Une vidéo aujourd'hui critiquée dans le pays pour son caractère sexiste. 200 femmes se sont rassemblées pour manifester leur indignation. Le problème avec cette vidéo, c'est qu'elle envoie le message aux victimes qu'elles sont responsables de ne pas se faire violer et que la responsabilité incombe seulement aux victimes et non à ceux qui les violent. Ces manifestantes dénoncent aussi l'absence de parité dans les institutions du pays. Avec seulement 10 femmes au Parlement sur 198 députés, la Hongrie a le plus faible taux de femmes députées en Europe. Aucune femme ministre non plus dans le gouvernement du conservateur Viktor Orban. La politique a toujours été une affaire d'hommes dans ce pays depuis ces 25 dernières années. C'est pourquoi nous luttons aujourd'hui contre la discrimination des femmes et que nous devons dire ce que nous pensons de ce problème ici en Hongrie. Dans la société, les choses changent pourtant. Certains groupes ont décidé d'encourager la parité, comme Google Hongrie, qui a lancé une campagne visant à promouvoir les femmes et l'égalité des sexes dans l'entreprise. Plus de 800 sociétés privées ont déjà rallié l'initiative. Nous avons des preuves que les entreprises où un grand nombre de femmes accèdent aux responsabilités, je veux dire où il y a une parité entre hommes et femmes au poste de responsabilité, ces entreprises rencontrent une meilleure réussite. Elles ont un bien meilleur rendement et affichent un meilleur taux de croissance. L'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne. Malgré l'augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail hongrois ces dernières années, les disparités demeurent. Mais aujourd'hui, les femmes hongroises ont décidé de faire valoir leurs droits. Le Parlement israélien a voté sa propre dissolution et fixé au 17 mars prochain la date d'élection législative anticipée après la crise gouvernementale qui a conduit le Premier ministre Benjamin Netanyahu à limoger 2 ministres centristes. La décision a donc été acquise par 93 voix pour et aucune contre, officialisant ainsi le souhait de Benjamin Netanyahu de convoquer un scrutin qui était à l'origine prévu en 2017. Israël prépare des législatives anticipées après la dissolution hier de la Knesset, son Parlement. Les députés présents ont voté à l'unanimité pour une dissolution qui a suivi le limogeage des ministres centristes des Finances et de la Justice la semaine dernière. 3 ans avant la fin de son mandat, le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme qu'il ne veut plus diriger le pays. Une occasion à saisir pour l'ancienne ministre de la Justice, Tzipi Livni. Cette décision est celle du chef du gouvernement parce qu'il a peur des ministres, dit-elle. Mais c'est une opportunité à saisir pour remplacer le chef du gouvernement. La coalition gouvernementale a éclaté en raison de vives divergences au sujet notamment du budget 2015 et du projet de loi controversé définissant Israël comme, je cite, l'État national du peuple juif. Aux États-Unis, à présent, 2 incendies importants ont bloqué la circulation sur plusieurs autoroutes à Los Angeles, en pleine heure de pointe, détruisant ainsi 4 bâtiments. Terminons cette édition d'information par le sport comme annoncé dans les titres. Si Paris décidait de se porter candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, ce serait une candidature très très forte, a déclaré par l'AFP le président Thomas Bach, président du Comité international olympique, réuni en session à Monaco en France. Le CIO va contribuer au coût où les présentations de villes candidates sont strictement limitées. Ça va limiter les coûts dans une manière très significative. Paris peut croire en cette chance parce que la France
est un pays olympique. Notre fondateur, Pierre de Coubertin, était français. La France aime le sport. Paris est une ville fascinante, connue par tout le monde, avec des infrastructures déjà existantes et impressionnantes. Si la France décide de présenter une candidature parisienne, ça serait une candidature très très forte. Madame et Monsieur, ici pour en faire cette édition d'information, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse à demain.